Je commence à reprendre un peu la parole pour attirer nos amis, les retardataires. Je les invite à nous rejoindre dans la salle. On a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave, on va le rattraper. On a eu pas mal de réactions positives, des remarques, des commentaires. Donc, on vous invite cet après-midi, même si c'est l'heure de la pause déjeuner, à rester tonique sur les appuis, à rester avec nous. La première séquence de cet après-midi, donc avant le panel 2, avant la table ronde numéro 2 de la journée sur l'intelligence artificielle, je vous propose d'accueillir Sébastien Garcin, CEO de Wiser. Oui, absolument. Alors, sans spoiler la partie de Sébastien Garcin, il va vous proposer une petite keynote sur l'IA et la supply chain. Je n'en dis pas plus pour l'instant pour en laisser un petit peu sous le pied à Sébastien. On se retrouve juste après. Bonjour. Oui, j'ai pas eu beaucoup d'imagination pour donner un nom à cette keynote. J'espère que j'en ai mis assez après dans les slides et que ça remplacera. Je vais rentrer dans le vif du sujet en présentant rapidement ma carrière sous un angle un peu particulier, qui est celui des données. Le premier boulot que j'ai fait, où il y avait pas mal de données, j'étais patron du CRM de Nestlé en France. Et on avait 2,2 millions de clients en base. On leur envoyait une newsletter toutes les semaines. Donc, ça faisait 6,6 millions de logs. Log, c'est quoi? C'est les informations que vous laissez sur un site web quand vous cliquez sur une newsletter et que vous allez voir des recettes de cuisine ou des bons de réduction. J'ai travaillé ensuite chez McDo. J'étais patron du digital de McDo France. McDo en France, c'est 1400 restaurants qui servent 1500 repas par jour, tous les jours de l'année. Donc, ça fait 770 millions de repas. Sur un ticket de caisse, il y a entre 5 et 12 items. Donc, je n'ai pas fait la multiplication, mais ça fait beaucoup. Là, on rentre dans une ère, quand on est sur des centaines de millions de repas, donc de données, donc de groupes de données, on rentre dans une ère technologique différente et je vous donnerai plus de détails après. Après, j'ai intégré L'Oréal comme patron du marketing et de la data. L'Oréal, c'est 89% de parts de marché en France, c'est-à-dire 60 millions de Français qui achètent tous les ans 6,6 produits L'Oréal. Donc ça fait 400 millions de produits. Alors ça fait moins, j'aurais bien voulu que ça grossisse, là, mais ça ne grossit pas, ça fait moins que McDo. Mais en revanche, la data L'Oréal, comme L'Oréal est une boîte désintermédiée, ce n'est pas L'Oréal qui vend ses produits, mais qui est vendu à travers un réseau de très nombreux distributeurs, ces 400 millions de produits, ils sont présents sous forme de data dans l'organisation de façon catastrophiquement chaotique. Donc ces 400 millions de produits chez L'Oréal en valent plusieurs millions chez McDo. McDo qui est une boîte parfaitement intégrée verticalement. Avant-dernière aventure, j'ai créé ma propre boîte, Wiser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Wiser, c'est une solution qui automatise la normalisation de données. Donc on utilise beaucoup d'IA. Et Wiser, c'est 10 millions de requêtes par an. Chaque requête, donc une requête, c'est un ordre qu'on reçoit depuis un de nos clients pour traiter une donnée. Chaque requête utilise ce qu'on appelle 100 tokens. Les tokens, c'est les unités de facturation auprès des grands fournisseurs d'algorithmes d'IA. Donc ça fait 1 milliard de tokens par an. Donc là, on a passé un stade. Et puis j'ai fondé Wiser Consulting, qui est la partie consulting de Wiser. Alors là, on traite d'humains. Donc là, j'ai arrêté de compter. je laisse ce travail à Bruno, que vous avez peut-être vu ce matin, parce que là, c'est trop. Bref, dans tout ce parcours-là, ce qui réunit toutes ces expériences, c'est que j'ai toujours été l'interface entre les gens qui produisent la technologie, qui l'inventent et qui la font, et les gens qui produisent le business, qui l'inventent et qui le font. Je ne suis pas ingénieur, mais j'ai eu la chance, l'opportunité de me retrouver à l'interface entre le monde de l'ingénierie, le monde de l'ingénierie informatique, le monde des mathématiques et des gros business, comme vous avez pu le voir sur le slide d'avant. Et donc, je vais jouer ce rôle-là pour vous pendant les 20 minutes qui vont venir. Je vais faire le prof. Puisque l'enjeu principal des chefs d'entreprise et des dirigeants aujourd'hui pour intégrer les technologies dans leur business model, c'est de comprendre. Et c'est un des risques premiers qui est identifié dans une boîte comme L'Oréal. L'un des premiers risques qui est identifié, c'est le manque de culture technologique des dirigeants de cette boîte.
Et donc, je vais faire le prof pendant 20 minutes. Et alors, la tâche est rude, parce que si vous avez aussi bien mangé que moi, je pense que vous avez autant que moi envie de faire la sieste. Et c'est mon challenge, là, de faire en sorte que vous endormiez pas. On va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 20 minutes, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que depuis 1956, c'est l'année où on a inventé le mot intelligence artificielle, où c'était un truc de geek obscur. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2023, c'est devenu le sommet de la hype, qu'on en parle sur les plateaux télé, qu'on en parle dans tous les comités de direction, que c'est à l'agenda stratégique de toutes les boîtes. Alors moi, je connais un peu le CAC 40, mais aussi du SBF 500. Et pourquoi on en parle ici aujourd'hui? Je vais essayer de vous emmener dans ce parcours-là. Ce qui s'est passé pour que cette révolution arrive, c'est la conjonction de 4 grandes innovations scientifiques et techniques. La première de ces innovations concerne les bases de données. La deuxième concerne les mathématiques, les probabilités. La troisième concerne le calcul, les moyens de calcul. Et la quatrième concerne les données. Et on va passer sur ces 4-là. La première, les bases de données. Les premières bases de données qui ont été inventées, on appelle ça les bases hiérarchiques. Vous connaissez très bien les bases hiérarchiques, parce que c'est comme ça que sont rangés vos fichiers dans votre PC. C'est-à-dire des dossiers qui contiennent des dossiers, qui contiennent des dossiers, qui contiennent des fichiers. Vos entrepôts sont rangés de cette façon-là. Des objets qui sont dans des cartons, qui sont dans des plus gros cartons, qui sont dans des palettes, qui sont sur des racks, qui sont dans des entrepôts. J'ai cru que j'allais tomber. C'est un système de poupées russes où on met les choses les unes dans les autres. C'est cette façon de faire des bases de données qui imprègne notre imagination quand on quand on pense données, etc. Parce que c'est notre façon logique à nous de ranger des objets. Ça a des défauts, c'est un peu lent. Parce que quand vous allez chercher la 3e poupée russe, la 4e poupée russe, il faut déboîter toutes les autres. C'est assez rigide. C'est-à-dire que si vous voulez mettre plus de cartons, plus de racks, il faut faire grandir votre entrepôt, il faut acheter du foncier. Vous savez mieux que moi, c'est compliqué. Et ensuite, c'est un problème de traçabilité. Ça vous est déjà certainement arrivé de vous retrouver avec un fichier dans votre ordinateur, vous ne savez pas du tout où il était rangé, parce que le fichier lui-même ne contient pas la trace de là où on devrait le ranger. On a essayé de régler ce problème en passant à une deuxième étape, une deuxième génération de bases de données qu'on appelle les structures tabulaires ou alors le SQL. Une structure tabulaire, très logiquement, ça part d'une table. Une table, c'est ça. Une table, c'est un tableau qui décrit une entité. Là, l'entité, c'est le client. Et on va lister des caractéristiques pour ce client. Là, j'ai mis enseigne, catégorie, montant. Et à chaque nouveau client, vous rajoutez ce qu'on appelle un item. Si vous avez 1000 clients, vous avez 1000 lignes. Si vous avez 1 million de clients, vous avez 1 million de lignes. Et comment on fait les calculs? On va mettre les tables en relation les unes avec les autres pour faire un calcul. Par exemple, ce que je veux, c'est calculer la quantité d'articles que mes clients achètent. Il va falloir que j'aille chercher ma table client, celle-ci, la table de tous mes tickets de caisse, et puis je vais essayer de les rapprocher et de faire des calculs pour calculer la quantité moyenne d'articles que les clients mettent dans leur panier. C'est un exemple. C'est des extractions qu'on fait très souvent. Ça revient dans votre métier à du cross-docking. C'est-à-dire que vous avez des tables qui sont remplies de données homogènes, que vous faites rentrer dans un système qui va mélanger ces choses homogènes pour produire des insights, des données, des informations. Ce système donc, de cross-docking de data a permis l'émergence des premiers ERP, les premières colonnes vertébrales de données dans les entreprises, et aussi de tous les outils de business intelligence qui vous permettent d'avoir des magnifiques reporting avec des tableaux ou des courbes qui vous permettent de savoir comment fonctionne votre boîte. Ça a des défauts, ça a des limites, ce système. Qu'est-ce qui se passe quand un champ est vide? Parce que, comme disait Bruno tout à l'heure, il y a de l'humain derrière. Donc, il y a des trous dans la raquette. Parfois, il y a un champ vide. Tous les calculs ne sont pas capables de supporter un champ vide. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un champ sans contexte? Il n'y a rien dans la colonne en haut. Il y a des trucs dans la colonne, mais on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe dans une donnée non standard? Normalement, on devrait avoir une date, et puis on a un nom de ville. Ben là, ça plante les systèmes. Donc ça, ce sont les limites de ce système. Donc on est passé un cran au-dessus. 3e génération de bases de données, les structures flexibles, les structures NoSQL.
Les gens qui nomment ça ont autant d'imagination que moi pour nommer des keynotes. Ils sont passés du SQL au NoSQL. Le NoSQL, plutôt que de faire des tableaux pour décrire des objets, ce qui fait qu'on ne peut pas changer la nature de l'objet, on va créer un fichier pour décrire chaque objet. Ça s'appelle un JSON. Il y a plein de technos. J'ai pris cet exemple, c'est le plus facile à lire. Ce JSON décrit une livraison réussie. Et là, vous avez un deuxième JSON qui décrit une livraison qui n'a pas réussi. Et toutes les informations nécessaires pour comprendre l'événement sont contenues dans ce JSON. Il y a une petite différence, il y en a un, il n'y a pas d'adresse, etc. Et donc le JSON ne comprend que l'information nécessaire. Et si je sors le JSON de son contexte, je le comprends. N'importe quelle machine va pouvoir comprendre quel est cet objet. Cet objet est un événement. Et qu'est-ce qu'il contient. Donc c'est d'une grande flexibilité. Alors pourquoi on a fait ça? On a fait ça d'abord pour décrire des événements logistiques. L'invention du JSON, c'était pour décrire des événements logistiques. On s'en sert aussi pour décrire ce qu'on appelle des logs. Quand vous allez sur un site Internet, vous cliquez ici, ici ou là, ça raconte votre parcours sur le site Internet, c'est un log. Typiquement, un log, ce sont des données qui arrivent et on ne peut pas prévoir la structure de cette donnée. Le JSON est très adapté pour ça. Et ça sert à décrire, par exemple, le contenu d'un panier. Donc, quand vous faites vos courses ou vous achetez plusieurs trucs, le JSON va décrire le contenu d'un panier. Donc, c'est très pratique. Mais quand on a commencé à inventer le e-commerce, on a vu aussi monter en force les usages. Et donc, des millions, puis des milliards d'utilisateurs. Donc, des millions et des milliards de JSON. Est-ce qu'on peut stocker tous ces fichiers dans une seule base de données? En fait, c'est impossible. Elle devient tellement énorme que ça devient impossible de la parcourir. Donc, on a inventé ce qu'on appelle l'architecture distribuée. C'est-à-dire qu'on a coupé ces stocks en stocks plus petits, plus faciles à consulter. C'est exactement comme quand on déploie un réseau d'entrepôts. C'est pour gagner en flexibilité, pour gagner en rapidité d'accès aux objets qui sont stockés dans ces bases de données. Ça a des avantages. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus simple de savoir que tel type de fichier est là-bas, je vais le chercher plutôt que de parcourir des couloirs infinis. Tolérance aux pannes. Je peux avoir une partie de mon architecture qui tombe. Ça ne fait pas tomber le reste de l'architecture. Mon système continue de fonctionner. Et ensuite, beaucoup de flexibilité. Plus j'ai de données, plus je rajoute de nouveaux bases de données distribuées. Cette innovation a permis l'émergence de services que tout le monde connaît, comme Google, Amazon, Facebook et Netflix. Ce sont des services très grand public, avec une très grande quantité d'utilisateurs, qui sont très gourmands en données, où il faut aller très vite chercher des données complexes, déstructurées, de façon en temps réel. Et aucun de ces services ne marcherait sans des architectures distribuées à très grande échelle, qui fonctionnent par ailleurs sur des technos de cloud, mais ce n'est pas l'objet. Donc on a vu là qu'on arrive, les architectures distribuées, c'est un peu le top de ce qu'on sait faire en termes de base de données. Donc le sujet base, c'est ce qu'on a sous la main, là aujourd'hui, à partir de 2010, quelque chose comme ça. Deuxième sujet, les maths, les probabilités. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans maths. L'intelligence artificielle, elle est née au XXe siècle, mais elle s'est appuyée sur des découvertes mathématiques qui sont plus anciennes que ça. Au XIXe, ça a été tout ce qui était régression, régression linéaire, corrélation, inférence. Il y a des gens qui doivent savoir ce que c'est, d'autres moins. C'est des concepts mathématiques. Sans ça, on ne sait pas faire d'intelligence artificielle. Au XVIIIe, c'est un Italien, Bernoulli, qui a inventé la loi des grands nombres. Toutes les mécaniques arithmétiques qu'on utilisait, elles ne marchaient plus sur des grands nombres. Il a réinventé l'arithmétique pour pouvoir utiliser des grands nombres. Au XVIIe, c'est Pascal qui a voulu calculer les gains d'une partie de D arrêtée au milieu. Et pour arriver à calculer les gains, il a mis du temps, tout un système de probabilité pour dire si on avait fini la partie, probablement que machin aurait gagné, machin aurait perdu, vu que c'est toujours lui qui gagne et c'est toujours lui qui perd. Je simplifie, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Pascal n'aurait pu réussir aucun de ces calculs si Al-Kindi n'avait pas fait le travail en premier, longtemps avant, 11e siècle, pas super loin d'ici. Et il a été le premier à calculer les concepts de fréquence et de moyenne. Donc on voit d'où vient cette vieille science des probabilités, sans laquelle, aujourd'hui, on ne saurait pas faire tourner d'intelligence artificielle. Donc c'est à partir du moment où on a
cette IA qui fonctionne et que l'informatique émerge, qu'on arrive à faire tourner les problématiques de plus en plus vite sur de plus en plus de données, de façon de plus en plus performante. Et c'est ce qui a permis cette accélération. Là, on voyait qu'on a évolué de siècle en siècle. Là, en quelques 60 ans, on est passé de l'invention du concept d'intelligence artificielle à l'IA générative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Ça, c'était pour les maths et les probas. Troisième sujet, les calculs, les moyens de calcul. Alors, pour comprendre comment ont évolué les moyens de calcul, il faut connaître deux choses. Il faut connaître Monsieur Moore et il faut connaître Winning Run. On dirait que c'est sans rapport, mais vous allez comprendre. Monsieur Moore, il a inventé une loi, la loi de Moore. En gros, c'était un ingénieur et puis il a regardé, il s'est dit, quand même, je me rends compte que depuis quelques années, l'industrie des microprocesseurs évolue à toute vitesse. Et ce dont je me rends compte, c'est que tous les 2 ans, on arrive à mettre 2 fois plus de transistors sur le même microprocesseur. Vraiment un truc qui aurait pensé. Et à peu près pour le même coût. Donc je me dis que ça va continuer. Donc la loi de Moore, c'est de dire tous les 2 ans, en fait tous les 18 mois, je vais pouvoir doubler la quantité de transistors sur un microprocesseur. Et donc doubler la puissance de ce microprocesseur. Donc la loi de Moore, c'est la petite ligne en vert. Et la réalité de ce qui se passe chez Intel, qui est vraiment le leader, c'est ce qui est en dessous. Donc il se trompait un peu, mais franchement, pas beaucoup. On peut lui reconnaître que, juste en s'appuyant sur des observations, il a réussi à avoir une bonne vision. Si je prends l'équivalent appliqué à la logistique, c'est comme si en 2010, vous avez un entrepôt, un petit entrepôt qui fait 1000 colis par jour. 2 ans après, vous faites des travaux de rénovation. Le même entrepôt, il passe à 2000 colis par jour. 2 ans après, vous refaites des travaux de rénovation. Le même entrepôt, il passe à 4000 colis par jour. Et comme ça, tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2024, le même entrepôt fait 128 000 colis par jour. Vous n'avez pas eu besoin d'acheter 1 mètre carré de foncier pour arriver à cette performance. Ça, c'est la loi de Moore. Magique, hein? En fait, donc ça, c'est le premier élément. On arrive à mettre plus de puissance dans les microprocesseurs qui font les calculs à un coût identique. Ça ne suffisait pas. Il a fallu inventer autre chose, ce qu'on appelle le GPU. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Pac-Man? Ça, c'était les jeux vidéo jusqu'en 1995, etc., des jeux assez basiques qui avaient besoin d'un ordinateur pour tourner. L'ordinateur faisait tout le boulot. Sur Pac-Man, il fait tout le boulot. Il calcule la position, il calcule les règles, et surtout, il pilote l'affichage graphique. L'affichage graphique, ce n'est pas très sorcier, c'est de dire ce pixel-là, à telle heure, telle minute, telle seconde, il était noir, il doit devenir blanc. Donc c'est vraiment une tâche très très basique. Mais ça lui consomme pas mal d'énergie et de moyens, bien que ce soit une tâche basique, parce qu'il y a beaucoup de pixels. Quand en 1996, on a inventé le jeu Winning Run, c'est une course de voiture, il fallait faire défiler le paysage, il fallait que le paysage ait un certain réalisme. Et là, le Central Processing Unit, il se casse la figure. Il a trop de choses à faire. Il faut qu'il gère l'accélération de la voiture, le frein, le bruit, le paysage, le ciel, l'herbe, etc. Il n'y arrive pas. Du coup, ils mettent un deuxième ordinateur, un Graphic Processing Unit, qui va ne s'occuper que de la partie graphique. Et comme ce sont des tâches assez basiques, on va pouvoir le découper en morceaux et faire ce qu'on appelle des computing units qui vont chacune faire un truc. Donc toi, tu fais la route, toi, tu fais le ciel, toi, tu fais les nuages, toi, tu fais le rétroviseur de gauche, toi, tu fais le rétroviseur de droite. On se répartit les tâches comme ça. Et aujourd'hui, tous les jeux vidéo fonctionnent comme ça. En équivalent logistique, c'est qu'est-ce que ça fait? Ça fait que votre super entrepôt là, qui faisait 128 000 colis jour, en fait, il y arrivait parce qu'il y avait une préparatrice de commandes trop forte. C'est-à-dire que non seulement elle prépare toutes les commandes, mais elle fait tout le reste. La planification, la gestion financière, et puis de temps en temps, elle passe un coup de balai, elle fait les carreaux. Une mère de famille, en fait. Hein. Et elle arrive à tout faire, et c'est elle qui fait ses 128 000 colis jour. Mais on voit bien qu'il y a des limites qu'elle ne peut pas dépasser. Et donc, on lui octroie des assistants, des préparateurs de commandes, un peu limités, mais ils savent très bien faire ça, ils savent préparer, ils font que ça, ils préparent les commandes. Et il y en a plein. Et comme il y en a plein, votre entrepôt qui faisait 128 000 colis jour, il va faire 128 millions de colis jour. Pareil, pas 1 mètre carré de foncier en plus, et à coût quasiment identique. Vive le progrès.
Donc, on voit que les capacités de calcul se sont améliorées de façon très, très significative et toujours dans des limites de coûts comparables. Quatrième élément, les données. Maintenant qu'on a on a des systèmes qui peuvent stocker et distribuer des données, on a des algorithmes de probabilité qui permettent de faire des calculs très complexes. On a des moyens de calcul pour faire tourner ces algorithmes sur des gros volumes de données. Il faut des données. Il ne faut pas n'importe quelle données, il faut des données humaines. Il faut des données générées par la pensée humaine. Ça tombe bien, il se trouve qu'il y a un truc qui existe depuis 1960 qui s'appelle le World Wide Web. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est hyper bien. Et ce truc, comment ça s'est constitué? Ça s'est constitué d'abord par des gens qui ont fait des sites Internet. Des gens qui ont fait Wikipédia, par exemple. Puis il y a des gens passionnés, je ne sais pas moi, de chasse. Ils ont fait des sites sur la chasse. Il y a des gens passionnés de vélo. Ils ont fait des sites sur le vélo. Vous avez des tas de gens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait ces sites de façon extrêmement structurée, avec des titres, des sous-titres, des chapitres, des légendes sous les images et tout. C'est vraiment un travail de très bon élève. Première couche. Deuxième couche, on invente les réseaux sociaux. Et là, en plus de toutes ces données très structurées, on ajoute des conversations, des gens qui échangent, qui se disent plein de choses, qui parlent de politique, de sentiments, d'achat, de vie, de fête, de tristesse. Et vraiment, ils déversent tout ce qu'ils éprouvent. Troisième couche, ces conversations, maintenant, elles sont dans la poche et elles ont lieu tout le temps, partout, quasiment dans le monde entier. Et ça fait des données, des données, des données. Donc le web, le premier web de geek qui faisait des pages, c'est 1 zettabyte. Zettabyte, c'est 1000 milliards de données. 1000 milliards de milliards, pardon. Donc ça fait un paquet déjà. Donc là, c'est des données bien structurées. Deuxième étape, le web 2.0, les forums et les réseaux sociaux, 20 zettabytes. Troisième étape, le mobile, qui en plus d'un énorme volume de conversation, ajoutera un élément très important, les photos et les vidéos. Et donc, on l'a avec nous maintenant, on a le stock de données qui va nous permettre de boucler la boucle. On a les 4. Mais pourtant, ces 4 ne suffisaient pas, puisqu'il manquait quelque chose d'important. Il manquait l'argent. Et c'est là qu'il y a un tournant, en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Il y avait OpenAI qui avait développé GPT-1, qui fonctionnait sur 117 millions de paramètres. GPT, c'était une association. Donc, ils avaient été financés par un peu de love money ici ou là. Bon, à l'échelle des États-Unis, il devait avoir qu'une centaine de millions d'euros, mais ça ne suffisait pas. Et Microsoft a injecté 1 milliard de dollars sous forme de cash, mais surtout sous forme de crédit Azure, c'est-à-dire le droit de faire tourner les fermes de serveurs de Microsoft pour créer GPT-2. C'est là qu'est le tournant, parce que GPT-2, on l'a tous essayé. Et pour faire GPT-2, il fallait des probas, des bases de données, du calcul et des données. Donc c'est la conjonction de ces 4 innovations plus ou moins anciennes technologiques, plus un gros coup de financement de la part de Microsoft qui a permis l'émergence des premières IA génératives. Et la grosse différence, pourquoi ça a été un tournant, c'est parce qu'on l'a eu dans notre poche. C'est parce que je pense que 100% des gens qui sont ici ont essayé ChatGPT, ont découvert que ça fonctionnait. Et en quoi ça fait une différence? Parce qu'en soi, l'IA générative, je vais être très franc avec vous, ça va avoir un impact sur votre business, mais ça ne va pas être délirant. Beaucoup moins important, il y a beaucoup moins d'enjeux avec l'IA générative qu'avec la génération d'avant, qu'on appelait le deep learning, qui permet de faire des prévisions et que certains d'entre vous utilisent déjà largement dans des logiciels dédiés à la supply, la météo, deep learning. Et encore moins d'impact que la génération d'encore avant, de machine learning, qui est vraiment maintenant banalisée pour faire des prévisions, essentiellement beaucoup de prévisions, et des modélisations de flux, qui sont des choses que vous faites assez fréquemment. Donc on voit que l'IA générative est la partie émergée d'un iceberg qui a énormément d'impact sur tous les business et, pourquoi pas, le business de la supply.
Et ce qui est particulier, et c'est ce qu'on fait chez Wiser Consulting, c'est que ça provoque du changement. Parce que ce qu'on a découvert sur ChatGPT, ce que fait Bruno, que vous avez vu ce matin, c'est des humains de synthèse, et ça génère beaucoup de blocages, parce qu'on a l'impression qu'on va être remplacé. Alors, je pense que certains métiers seront remplacés, c'est sûr, mais en vrai, pas tellement, parce que les savoir-faire dont on a besoin dans le cadre de l'IA sont exactement les mêmes que ceux dont on a besoin dans tous les business du monde. Et je me suis livré à l'exercice pour les métiers de la supply. La supply et l'IA, même combat. La logistique moderne, elle tourne avec quoi? Elle tourne avec des flux qui doivent être traçables. Elle tourne avec des données qui doivent être standards, avec des objets qu'on doit chercher à standardiser le plus possible. Elle tourne avec de l'automatisation, aussi bien de l'automatisation logicielle que de l'automatisation physique dans la vie réelle. Elle s'améliore avec de la sécurité et de la conformité. Elle fonctionne parce qu'elle est pilotée en temps réel. Et ensuite, elle s'optimise grâce à de l'amélioration continue. L'implémentation de l'IA, c'est pareil. Il faut, aussi bien qu'il y a de la traçabilité des flux, il faut de la traçabilité des données, il faut savoir avec quelles données on travaille. Aussi bien que la standardisation, il faut normaliser les données. Les systèmes peuvent engranger des données non normalisées, mais les données non normalisées génèrent plus d'erreurs, plus d'incertitudes. On s'est automatisé, et on s'est automatisé de façon intelligente, avec des systèmes qui apprennent de leurs erreurs et qui améliorent leur automatisation. La donnée, ça se gouverne, et la gouvernance des données, c'est un des points clés de l'implémentation de l'IA. Le pilotage en temps réel de la vraie vie, et les modèles IA, ce sont des machines, ça se monitore. En plus, ce n'est pas super fiable, donc il faut regarder de très près quand ça tourne, et il faut s'arrêter tout de suite quand ça génère des erreurs. Et ensuite, l'amélioration continue. Vous avez tous vu sur ChatGPT le petit pouce en l'air quand vous êtes content d'une prédiction de ChatGPT. C'est la base de l'IA. C'est quand elle reçoit des récompenses, quand elle a donné des bonnes réponses. Ça, c'est un pur processus d'amélioration continue. Et donc, comme les architectures de données modernes, l'IA dans l'entreprise, elle se distribue exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'une entité qui va piloter l'IA, elle doit absolument former les métiers qui vont l'utiliser parce que le savoir-faire est dans ces métiers-là. Et on a vu que c'était les mêmes savoir-faire. Quelqu'un qui pilote très bien un sujet de conformité, par exemple RGPD, saura très bien participer à la gouvernance des données d'une entreprise. Quelqu'un qui a mis en place des processus d'amélioration continue de processus industriels saura parfaitement comment mettre en place un processus d'amélioration continue d'un algorithme. Ce n'est pas parce que c'est un algorithme que les principes ne sont pas les mêmes. Donc les compétences sont les mêmes, les traits de caractère qu'on demande à ces métiers sont les mêmes. Il y a besoin de pas grand-chose pour que les gens qui travaillaient sur ces métiers apprennent à y travailler avec des nouveaux outils. La charge des équipes spécialisées en data et en IA, je crois que vous me voyez venir, elle est toujours la même. Ils sont là pour fournir les maths, la data science, les probabilités. Ils sont là pour fournir les bases de données. Vous avez vu à quel point, comme le warehouse dans votre métier, vous avez vu à quel point la façon dont fonctionnent les bases de données sont absolument cruciales. Ils sont là pour fournir des capacités de calcul et ils sont là pour fournir des données. La base de l'IA. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions.